enregistrer. Là, je vous partage mon écran en moi et ça y est, c'est parti. Bon, donc ce soir, nous allons discuter les extrêmes d'une fonction, que je prépare aussi les exercices qu'on va travailler ensemble. Donc, les extrêmes locaux ou encore les extrêmes locaux. Ces dénominations extrêmes locales, c'est plutôt francophone. Les extrêmes locaux emploient le pluriel d'un extrémum qui provient de la langue latine. Bon, rappelons vite la partie théorique sur les extrêmes. Donc, on a discuté seulement les fonctions en 2 variables et on va boucler cette partie la semaine prochaine avec les fonctions en 3 variables, même si vous le trouverez dans le PDF chargé sur Moodle. La discussion sur les extrêmes d'une fonction en 3 variables. Je ne vous demande pas de lire à l'avance, on va discuter ça ensemble la semaine prochaine. On se préoccupe d'une fonction définie sur un ouvert de R carré avec des valeurs L, donc avec des valeurs scalaires. Si le temps me permettra, on va discuter à la fin la différentielle d'une telle fonction. On va rappeler un peu l'approximation linéaire, l'approximation quadratique d'une telle fonction, puisque ce sont des choses intéressantes et ayant pas mal d'applications dans l'ingénierie. Donc, la fonction est une fonction en 2 variables x et y. Je vous rappelle comment on construit la matrice hessienne et tout d'abord les points critiques, comment on les obtient. Les points critiques ou encore points stationnaires sont les solutions du système d rang f par dx. Et remarquez comment je lis df par dx, ce n'est pas un rapport. La dérivée partielle première par rapport à x vaut 0. La dérivée partielle première par rapport à y vaut 0. On résout ce système et on obtiendra un ou plusieurs points critiques notés x0, y0. Point critique. Qui est le théorème qui nous permet de chercher les extrémas parmi les points critiques, c'est le théorème de Fermat qui nous dit que sur tout ouvert, un extrémum est un point critique annule le système des dérivées premières. Attention, si on ne travaille pas, et on aura beaucoup de cas, on ne travaillera pas sur un ouvert, mais peut-être sur un compact, il va falloir étudier ce qui se passe sur la frontière. Et donc, on va étudier l'existence des extrêmes locales, tout d'abord sur l'intérieur de cet ensemble-là, et ensuite, on bougera sur la frontière et on va essayer d'étudier l'existence de ces extrêmes sur la frontière en employant ce qu'on appelle les extrêmes alliés. Mais les extrêmes alliés, on va les discuter après les vacances. Ça sera le dernier cours en janvier. La partie la plus importante, c'est celle-là, avec les extrêmes locaux sur un ouvert. Et donc, c'est le théorème de Fermat qui nous indique qu'il faut les chercher parmi les points critiques. Mais attention, une fois obtenus tous ces points critiques, on n'est pas sûr que chacun des points critiques est vraiment un point d'extrémum local. Donc, il a des chances, mais pour tester en vérité sa nature, il va falloir construire la matrice hessienne. La matrice hessienne, HF ou H de F, il va falloir construire en chaque point x0, y0 trouvé. Tout d'abord, on calcule les dérivées partielles secondes mixtes et non mixtes. Sur la diagonale principale, nous écrivons les dérivées secondes non mixtes, alors que on avait déjà discuté en cours le théorème de Schwarz ou de Clairaut encore nous assure que les dérivées secondes mixtes en cas de continuité sont égales. Donc, on va travailler avec des fonctions
de classe C2. Supposons F de classe C2. Donc ici, on ne trouvera pas des fonctions définies, par exemple, avec des branches. Bon, je dois être très attentif puisqu'il y a encore des demandes en attente. Ok, j'ai accepté la demande. Après avoir construit la matrice hessienne, c'est la matrice de Hesse, c'est un mathématicien allemand, hessienne. On la calcule en chaque point critique. Et c'est le test des valeurs propres qui nous indiquera que on fait, on calcule, disons, voilà, on calcule la matrice hessienne en chaque point critique et ses valeurs propres. Puisque c'est une matrice deux-dimensionnelle, on trouvera deux valeurs propres. Il se peut que les deux soient égales, mais ce qui nous intéresse, c'est que si lambda 1 et lambda 2 sont strictement positifs, donc même signe mais positif, strictement positif, alors il s'agit de minimum. Minimum local. On fait que du minimum local. Je vous donnerai toutefois un exemple pour un minimum global, puisqu'on sait que la seule différence, c'est que pour y avoir un minimum, il faut que la différence f de xy minus f de x0, y0 soit strictement positive ou positive égale 0 sur tout le plan, sur tout le domaine de définition. Et donc, on pourra étudier le signe de cette différence sur tout le domaine de définition, en général R carré. Mais le point fort de notre leçon aujourd'hui, c'est l'existence des extrémas locales. Si les deux ont même signe mais négatif, il s'agit d'un maximum local. Si elles sont non nulles, mais de signes différents, cela veut dire que leur produit est négatif, une valeur positive, l'autre négative. Alors on sait que le point critique n'est pas un extrémum, mais il est dit un point seul. Et là, il possède une certaine nature. X0, Y0 n'est pas un extrémum. Il est dit, mais point seul. Bien évidemment qu'il y a d'autres cas où une des valeurs propres est 0. Et donc, le test des valeurs propres ne nous aide pas. Donc, à ne pas dire que si je ne peux pas appliquer le test des valeurs propres, alors certainement, il ne s'agit pas d'un minimum local. Non, ce n'est pas vrai, mais il va falloir faire appel à la définition de base pour un extrémum. Donc, si aucune de ces propriétés n'a lieu, alors il va falloir tester la différence f de xy, étudier le signe de la différence, f de xy minus f de x0, y0 à l'approche de ce point, c'est-à-dire dans un voisinage de ce point. Et j'ai préparé pour vous un exemple, un tel exemple. Bon, à part ce test, on a encore la possibilité qui marche assez bien, disons en proposition, considérons la matrice hessienne HFX0, Y0 donnée par les dérivées secondes comme j'avais déjà décrit avant, mais calculées en X0, Y0.
Voilà. Pour cette leçon, par exemple, je ne vous demande pas forcément d'écrire, je vais le poster d'ailleurs. Donc, vous pouvez être attentif pour gagner du temps. Moi, j'écris un peu plus vite peut-être que vous. Donc, ici, je ne vous demande pas, ce n'est pas un cours obligatoire, vous le savez. Je profite d'occasion pour vous rappeler comment construire la matrice hessienne si jamais vous aurez une fonction 3, 4 variables même. Donc, sur la première colonne, tout d'abord, vous dérivez par rapport à x. Et ensuite, vous dérivez encore une fois. Sur la première position, vous trouverez la dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à x. Alors que ici, deuxième ligne, première colonne, vous dérivez une deuxième fois par rapport à y, ce qui avait été dérivé déjà par rapport à x. Alors que sur la deuxième colonne, vous prenez tout d'abord la dérivée par rapport à y et vous dérivez encore une fois par rapport à x sur la première ligne, par rapport à y sur la deuxième ligne. Voilà. Sur la diagonale principale, vous avez toujours les dérivées partielles non mixtes, alors que sur la diagonale secondaire, deuxième ligne, première colonne, ou première ligne, deuxième colonne, vous avez les dérivées mixtes. Bon. Et on va noter delta 1, le mineur, c'est-à-dire un seul terme, défini par le terme de la première position, première ligne, première colonne. Et ensuite, on va calculer le déterminant de la matrice hessienne. Si vous vous rappelez, je ne vous ai pas donné une notation, non pas notation, oui, une notation et un nom pour le déterminant de la matrice hessienne. Nous avons un nom pour le déterminant de la matrice jacobienne qui s'appelle le jacobien. Pour la matrice hessienne, non pas. Mais on va dire tout simplement que le déterminant de la matrice hessienne est noté par delta 2. C'est le mineur d'ordre 2. Et on retient que ces deux mineurs. Bien évidemment, on aura d'autres si je prends le coin première ligne, deuxième colonne, par exemple, ainsi de suite. Mais ça ne m'intéresse pas. On regarde ces deux mineurs seulement. Et le test qui peut remplacer avec succès le théorème ci-dessus, c'est que si delta 1, delta 2 ont même... Non, en fait, tout d'abord, si delta 2 est strictement supérieur à 0 et delta 1 ne soit pas 0, delta 1 ne soit pas 0, alors il s'agit d'un point d'extrêmement. Alors, si en plus delta 1 est strictement positif, il s'agit d'un minimum. Minimum local, toujours. On discute les extréments locaux. Si delta 2 est supérieur à 0, alors, si delta 1 strictement inférieur à 0, il s'agit d'un maximum. Si delta 2 inférieur à 0, point seul. En reste, on ne sait pas. OK. Et à partir de maintenant, on travaillera que des exemples. Je vais prendre une deuxième page, exercice. S'il y a des étudiants du groupe, encore une demande, acceptée. S'il y a des étudiants du groupe 12-11 ici présents, sachez que même si j'ai déjà chargé un petit devoir sur votre page Moodle associé à votre groupe, je vais le changer un peu puisque je préfère que le devoir soit uniforme et unitaire pour tout le monde. Cela avait été posté en, pendant le cours de ce matin. Je préfère vous donner à tout le monde le devoir ce soir après cette leçon de projet rosé. Donc, j'aimerais bien travailler ces exemples-là puisqu'elles sont assez intéressantes. Premier exercice, donc, on aura toujours des fonctions définies sur l'ensemble R carré avec des valeurs réelles. Donc,
R carré, c'est un ensemble ouvert et fermé en même temps, si vous vous rappelez. Bon. Premièrement, on considère la définition de cette fonction étant x minus 1 au carré plus 2y carré. Donc, construisons les dérivées partielles premières df par dx, qui m'aidera, s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous y participez. Comme ça, j'ai un point de contrôle, que tout est bien compris, qu'il n'y a pas de questions. Voilà. La dérivée par rapport à x. 2 fois la parenthèse, plus 0. Alors, oui, alors que la dérivée par rapport à y, 0 plus 4y. 4y seulement. Impeccable. On construit le système et d'après le théorème de Fermat, on cherche les points d'extrémum parmi les points critiques. Donc, on prend les équations égalées par 0 et on obtiendra d'ici x égale 1, si vous voulez x0, et y0 égale 0. Puisqu'on travaille en R carré, le seul point critique, c'est 1, 0. Point critique, le seul. Bon, alors on construit la matrice hessienne. Dérivons une fois par rapport, dérivons deux fois par rapport à x. C'est-à-dire, nous prenons, voilà, j'écris à côté d carré f par rapport à x carré, c'est dérivons encore une fois par rapport à x, ce qui avait déjà été dérivé par rapport à x, 2 fois x minus 1. Et nous obtenons 2 seulement, que nous mettons ici. Ensuite, la dérivée seconde par rapport à y carré. Dérivons encore une fois ce qui avait été déjà dérivé par rapport à y, c'est-à-dire 4y. Et on obtiendra 4. On le met ici dans le coin plus bas à droite. Et enfin, les dérivées mixtes, on voit bien qu'il s'agit d'une composition des fonctions élémentaires, les fonctions polynomiales et pas seulement, sont des fonctions continues et indéfiniment dérivables, c'est-à-dire dérivables de n'importe quel ordre sur R carré. Donc, le théorème de Schwarz ou de Clairaut s'applique bien ici en disant, en nous assurant que les dérivées mixtes sont égales. Donc, peu importe si je choisis de dériver par rapport à x ce qui avait été déjà dérivé par rapport à y, ou que je prends l'autre par rapport à x et que je décide la dérivée par rapport à y. Et donc, ça va être la dérivée par rapport à x de 4y. Combien ça fait? 0. 0. 0, car 4y qui est une constante par rapport à x. Et nous écrivons 0 sur la diagonale secondaire. Par hasard, attention, c'est par hasard que la matrice hessienne, même si elle est définie par des fonctions dépendantes de x et y, ici, les dérivées secondes sont des constantes. C'est par hasard. Donc, il n'y a rien à remplacer, à calculer en 1, 0. Donc, cela est égal aussi à hf en 1, 0. Je répète, par hasard. On a deux possibilités. Étant le premier exemple, voilà, première méthode. La méthode ou le test des valeurs propres, je vous rappelle, pour trouver les valeurs propres, on calcule déterminant de cette matrice minus lambda et 2, c'est-à-dire 2 minus lambda, 4 minus lambda sur la diagonale principale, on laisse 0. Et là, ça sera 2 minus lambda fois 4 minus lambda. Ce déterminant, en fait, le polynôme caractéristique vaut 0 si et seulement si lambda égale 2 ou lambda égale 4. On a deux valeurs propres strictement positives. D'où on déduit qu'il s'agit de
Quelle est la Un nature? point de minimum local. Local. Parfait. Minimum local. Et c'est fini. Et j'aimerais bien, ce que j'avais anticipé, j'aimerais bien vous montrer le graphe de cette fonction. Et à retenir, en fait, je vous montrerai de Desmos, vous le connaissez déjà. On a encore GeoGebra, 3D Calculator. Et on a encore un outil appelé CalcPlot 3D. Je vous le laisse écrit ici. On aura besoin, surtout dans le deuxième semestre. OK, de ce que je me rappelle, j'avais déjà préparé. Voilà. GeoGebra 3D Calculator. Là, nous allons écrire la surface de retour sur notre tableau virtuel. Faites attention que la fonction est définie sur R carré avec des valeurs en R. Son graphe, le graphe de f est l'ensemble des points x, y, f de x, y. Donc, c'est un sous-ensemble de R carré. Attention. X, Y appartient au domaine de définition, mais ici c'est R carré. Et c'est un sous-ensemble de R3. Donc, ce que je veux dresser comme graphe ici, ça va être une surface. Une surface peut être introduite de manière implicite ou explicite. Soit j'écris z égale, et z sera f de x, y, la troisième composante du vecteur 3-dimensionnel, soit, comme par exemple l'équation de la sphère, x carré plus y carré plus z carré vaut 4, disons. C'est une équation implicite. Donc, vous aurez ces deux possibilités. Ici, c'est clair, f de x, y égale, donc c'est une définition explicite, et je vais écrire z, mais est-ce qu'elle me laisse? Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi elle ne veut pas? Et... Ok, delete. Ah, là, ça va. Bon, je vais couper le partage et je redémarre. Attendez juste un peu, s'il vous plaît. Coupons le partage. Tac. Recharger. Juste un peu. Ok, est-ce que ça va? Ok, j'ai deux
Deux fenêtres ouvertes en même temps. Quand que j'appuie sur quelque chose qui ne va pas. C'est égal. Maintenant, je peux écrire, sauf que... Ok. Bon, je repartage. Voilà. On était là. Je vais aussi vous montrer comment introduire la surface Z égale, et on avait quoi? X minus 1 au carré. Parenthèse, mais c'est cette petite fenêtre qui... Parenthèse, X minus 1 minus 1, tout au carré. Pour le carré, vous appuyez sur la touche, voilà. On n'a pas encore fini, plus 2y au carré, plus 2y au carré. Voilà. Et j'espère que vous visualisez la surface. Elle possède bien un point 1, 0. X égale 1 et y vaut 0. Allez, ça a disparu. Vous avez vu? Oh, je dois écrire à nouveau. Oui, on a vu. Ok. Pour ne pas trop traîner, x minus 1 au carré plus 2y au carré. Voilà. C'est une surface qu'on appelle surface paraboloïdique. On parle du concept de la parabole. C'est vrai que ce n'est pas un paraboloïde de rotation, c'est un paraboloïde elliptique. Quelle est la différence entre un paraboloïde de rotation et un autre elliptique? Si vous dressez un plan parallèle au plan X ou Y, l'intersection avec la surface paraboloïdique va être une ellipse et non pas un cercle. Comment ça se voit dans l'équation algébrique? C'est pas le fait d'avoir x minus 1 tout au carré au lieu de x au carré. Non, ça c'est, si vous voulez, le sommet qui nous indique le sommet 1, 0. Le fait d'avoir le coefficient dominant de x, c'est-à-dire le coefficient de x carré, c'est 1, alors que le coefficient dominant de y au carré, le coefficient, c'est 2. Ce sont des coefficients différents. Alors, si on a une telle somme de carrés, x carré plus y carré, mais accompagnée des coefficients différents, ça sera un paraboloïde elliptique. Ayant un sommet, ici, vous voyez qu'il s'agit d'un point de minimum et on l'avait trouvé avec nos tests des valeurs propres. De retour sur le tableau, c'était la première méthode. Je vous montre aussi la deuxième méthode. Avec les mineurs delta 1 et delta 2. Chez nous, delta 1, c'est celui-là. Delta 2, c'est le déterminant de la matrice hessienne. Qui vaut 8. Les deux sont strictement positifs, donc on est là. Delta 1 et delta 2 positifs, il s'agit bien d'un minimum local. Voilà un premier exemple. Un seul point critique qui est un point de minimum. Deuxième exemple. F de xy égale 2x cube minus 6xy plus 3y au carré.
Faisons à nouveau la dérivée par rapport à x, si x au carré, minus si y, plus 0, donc plus rien, df par rapport à y, minus si x, plus si y. Égale 0, égale 0. Nous divisons par 6, et donc on a x carré égale y, et là, minus x plus y vaut 0. Donc, y vaut x. Donc, depuis les deux, x carré égale x. 2x cube minus x, y, je vais vérifier pour qu'on ne se trompe pas dans les calculs. OK. 2 fois 3, 6x carré minus y. Oui, c'est bon. D'où on a soit x égale 0, soit x égale, si vous divisez par x, x égale 1. Si x égale 0, y est égal à x. Ici, x égale 1 égale y. Matrice hessienne. Il faut dériver encore une fois ces dérivées premières. D carré f par rapport à dx carré. C'est d par dx de la dérivée si x carré minus si y. C'est-à-dire 12x seulement. D carré f par rapport à y carré. C'est d par dy de la dérivée par rapport à y. C'est-à-dire 6 seulement. Et enfin, la dérivée mixte, une des deux, puisqu'il s'agit toujours des fonctions de classe 2. En fait, ce sont des classes 1. C'est n pour tout n. Puisque je l'écris sous cette forme, c'est en fait la dérivée par rapport à x de la dérivée par rapport à y. La dérivée par rapport à y, c'était minus x plus y, ce qui fait minus 6. Donc, la matrice hessienne, en x, y d'abord, ça dépend de x et y. Nous mettons 12x et y sur la diagonale principale et moi 6 sur la diagonale secondaire. Et là, il va falloir calculer la matrice en chaque point critique et déterminer la nature de chaque point. Donc ici, on avait x égale y égale 0, 0, 0, point critique. Et ici, 1, 1, point critique. Deux points critiques. On va tester leur nature. 1, 0, 0. H, F, 1, 0, 0, 0, 6, 6. Si vous voyez, on ne peut pas appliquer ni le test des valeurs propres, ni le test des mineurs, delta 1, delta 2, car delta 1 vaut 0. Si vous faites déterminant de HF minus lambda I2, vous obtenez minus lambda minus 6, 6 minus lambda. Ah bah peut-être oui, je ne sais pas. Minus lambda fois 6 minus lambda, minus 2 fois c'est plus, et encore un minus, minus 36. Ça fait combien? Lambda au carré, minus 6 lambda, plus minus 36. Ça va être combien? Delta, le discriminant, 36 minus, plus 4 fois 36, 5 fois 36. Du coup, lambda 1, 2, minus b, 6, plus, minus, racine de delta, 6 racine 5, moins sur 2. C'est impeccable. Donc, il semble-t-il que le test des valeurs propres marche bien ici, car racine de 5 est strictement supérieure à 1. Il suffit de dire ça pour avoir 6 minus 6 racine de 5 négative, alors que 6 plus 6 racine de 5
il est positif. Si nous divisons par 2, c'est plus simple de raisonner. Une première lambda 1, 3 plus 3 racine 5, positive bien évident. Lambda 2, 3 minus 3 racine 5, il est négatif. C'est fini. La conclusion, c'est que les deux valeurs propres ont des signes différents, donc elles sont non nulles, donc il s'agit d'un point seul. Point colle encore. Attention, si vous essayez ce que j'avais vu avec le test des mineurs, ça ne marche pas car delta 1 vaut 0. Le coin sur la première ligne, première colonne. Bon, l'autre point, 1, 1. Allez. Là, j'ai des problèmes avec la tablette. Non, c'est incroyable ça. Voilà. 1, 1, 1. HF 1, 1. Ça va être 12 minus 6, minus 6, 6. Douze minus lambda, minus 6, minus 6, 6 minus lambda. Minus 2 fois, mais avec minus 36. Minus 12 lambda, minus 6 lambda, minus 18 lambda, plus 72, minus 36, ça fait lambda au carré minus 18 lambda plus 36. Le discriminant va être 18 au carré minus 4 fois 36. Il ne faut pas calculer cela. Il faut juste voir que on peut factoriser par 18. Ça va être 18 minus 4 fois 2 minus 8. 18 fois 10. Et donc, lambda en 2 minus b 18 plus minus. Qu'avons-nous là? Je préfère laisser 9 fois 2. Et encore 2 depuis 10, ça fait fois 4 fois 5. Et donc, la racine carrée sera 3 fois 2, 6 racine 5. Sur 2, 9 plus minus 3 racine 5. Et à mon avis, ça va. Voilà. Une racine, celle avec plus, bien évident, elle est positive. L'autre, racine de 5 est inférieure à 3. Donc, 3 racine 5 est inférieure à 9, toujours positive. Lambda 1, lambda 2, strictement positif. Il s'agit donc d'un point de minimum. Minimum local. C'est compris? Avez-vous des questions? Non. C'est bon. Je vais aussi dresser le graphe de cette fonction. Soyez attentifs. Donc, on était là, j'efface. Et là, je vais écrire z égale. Donc, c'était 2x cube. 2x à la puissance cube, 3. Ensuite, minus 6xy plus 3y au carré. OK. Ici, on peut faire une rotation. Voilà en 0. Pourquoi il s'agit d'un point seul? Vous voyez le comportement de cette fonction. Localement, il n'y a pas. Ah voilà, elle a construit le graphe. En 0, 0, regardez le comportement de cette fonction.
Donc, il n'y a pas ni de minimum, ni de maximum. Voyons ce qui se passe en... l'autre point, dites-moi, c'était 1. Le voici. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Ouais. Oui. C'est un minimum. Donc, on a pour cette fonction un point cell, un point call, dites encore, un point call, et un point de minimum. Bon, on a déjà discuté 2 exemples, c'est pas mal. On prendra une pause de 10 minutes et on va continuer avec, après la pause avec 2, 3 exemples encore.